Tout à l'heure, monsieur, Oui. vous nous parlez de votre dernier livre. Alors mon dernier livre, en tout cas, c'est une anthologie, donc c'est un livre que je n'ai pas écrit directement, même si j'ai choisi les textes, j'ai fait les introductions, la préface, etc. C'est un livre qui cherche à, je dirais, à traduire l'émotion que les gens ont ressentie avec l'incendie de Notre-Dame, de traduire je dirais, dans le domaine historique, c'est-à-dire pourquoi il y a eu cette émotion, pourquoi est-ce que les gens se sont tellement on se sont sentis tellement orphelins, je dirais, d'une certaine manière, là, après l'incendie de Notre-Dame. Donc l'idée, c'était de réunir des textes historiques, des textes aussi des grands événements qui ont eu lieu à Notre-Dame, comme par exemple le sacre de Napoléon, les obsèques du général de Gaulle, la libération, enfin voilà. Donc tous ces événements, plus un récit expliquant l'histoire de Notre-Dame, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que cette église, parce que c'est une église, il ne faut pas l'oublier, hein, on l'oublie parfois un peu, qui traduit la foi des gens du Moyen-Âge, hein, qui l'ont construite. Et donc voilà, c'était l'idée d'apporter je dirais, une épaisseur historique à cette émotion. Il y a également un certain nombre de textes littéraires, bien sûr le texte de Victor Hugo sur Notre-Dame, et puis des chansons du XXe siècle, comme celle de Mouloudji, Edith Piaf. Enfin voilà, on a toutes sortes d'entrées qui sont à la fois historiques, littéraires, artistiques, et de l'actualité, dans l'actualité d'hier, donc des extraits de journaux, des extraits de mémoires qui nous replongent dans les grandes dates, les grands événements de la cathédrale. D'accord. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'émotions par rapport à ce lieu? C'est un lieu. Enfin, qu'est-ce qui fait que ça a autant touché? Oui, c'est étonnant, d'autant que effectivement, quand on demandait au grand public pourquoi est-ce que vous êtes ému, la plupart des gens, enfin beaucoup de gens ne savaient pas de quoi il était question, pourquoi Notre-Dame. Beaucoup ne faisaient même pas le lien avec la Vierge Marie, avec la religion catholique, etc. Donc c'est vrai que c'est un lieu chargé de spiritualité, je dirais au sens large du terme, hein, c'est-à-dire que l'histoire de France s'est imprégnée un peu dans les murs de Notre-Dame, au-delà de l'aspect purement religieux. C'est vraiment un haut lieu de notre histoire, de notre âme nationale, je pense, Ouais. peut-être même internationale, parce que ça touche au-delà de nos frontières, mais enfin en tout cas pour la France, les Français, les Parisiens et les Français se sont rendus compte un peu qu'au moment de cet incendie, qu'ils perdaient un peu leur âme. Hein, il a fallu l'incendie pour que finalement ça fasse comme un électrochoc et qu'ils voient qu'ils perdaient beaucoup, que c'était quelque chose d'important, que c'était quelque chose d'essentiel, qui est au cœur de leur nation, de leur histoire, de leur passé. Et donc voilà, je pense que c'est tout ça qui est ressorti et qui était un peu non dit, un peu méconnu, parce que quand on visite Notre-Dame, enfin bon, on voyait ces hordes de touristes qui rentraient de manière un peu blasée, un peu voilà, comme pour consommer. Hein. On dit j'ai fait Notre-Dame, j'ai fait Paris, j'ai fait Versailles, etc. Voilà, j'ai fait la Tour Eiffel. Donc là, on se rend compte qu'il y a un peu plus derrière Notre-Dame. Il y a évidemment toute cette épaisseur de l'histoire. Oui. Et avec ce livre, c'est ce que j'ai voulu rendre, c'est-à-dire montrer cette épaisseur de l'histoire, l'expliquer, en donner des éléments, voilà, pour que les lecteurs puissent. Vous vous souvenez d'un moment où vous avez été dans cette église, dans cette Notre-Dame? Un moment qui vous a touché? Moi, je l'ai visité assez souvent. C'est vrai que j'y allais moins ces derniers temps parce qu'il y a trop de monde et qu'il y avait un côté un peu consommation, enfin lieu de consommation comme le château de Versailles d'ailleurs. Hein. C'est vrai que on se demande comment est-ce qu'on pourrait rendre à ces lieux. Alors c'est vrai qu'au milieu, il y a une zone qui était quand même réservée plutôt pour la prière, les messes, etc. Donc ça m'est arrivé d'assister à des offices ou simplement d'entrer comme ça pour me recueillir un petit peu. Je me souviens aussi des balades sur les toits, enfin pas sur les toits, mais en tout cas dans les tours, avec cet escalier à vis. Quand j'étais enfant, ça m'impressionnait beaucoup parce qu'on avait l'impression que ça montait. Un de mes regrets, c'est de ne pas avoir visité la fameuse toiture, hein, la forêt.
Oui. Parce que c'est vrai qu'en tant que journaliste et historien, ça fait très longtemps que je me disais il faudrait un jour que soit que je fasse un reportage, soit que je demande l'autorisation d'aller visiter ça. Bon, ça aurait pu être possible, hein, je pense, mais bon, voilà, vraiment, il y a un côté extraordinaire d'imaginer que ce bois était du XIIe siècle pour certains, XIIIe siècle. Hein, c'est des arbres qui ont été coupés à l'époque de Saint-Louis. Donc, enfin, c'est assez extraordinaire d'imaginer ça. Bon, ils sont maintenant pratiquement détruits. Je pense qu'on va reconstituer d'ailleurs à l'identique en réutilisant les méthodes de cette époque. Mais voilà, on n'aura plus ces arbres qui étaient les arbres du Moyen-Âge, enfin coupés par les gens du Moyen-Âge. Hein. Ok, pardon. C'est bon? Il n'y a pas trop de bruit? Non, ça va. Est-ce que, par exemple, oui, donc le projet là se reconstruire un petit peu à l'identique, oui, Bon. c'est ça. Bon, alors, reconstruire à l'identique, d'accord, ça ne veut pas dire grand-chose, étant donné que l'identique de Notre-Dame, on ne sait pas bien ce que c'est. C'est un bâtiment qui a beaucoup évolué au cours des siècles, qui a été en particulier au XIXe siècle en partie reconstruit par Viollet-le-Duc, mais déjà auparavant, sous l'Ancien Régime, au XVIIIe, on avait fait des tas de travaux plus ou moins heureux d'ailleurs. Hein. On avait cassé pas mal de choses. Oui. Et puis beaucoup de pierres ont été changées. Hein. Actuellement, c'est un peu un patchwork. Hein. Les pierres de Notre-Dame, beaucoup ne sont pas du Moyen-Âge, je dirais peut-être même la majorité. Oui. Donc, à l'identique, ça veut dire quoi? Je pense que pour la charpente, en tout cas, il est important de faire une charpente en bois qui reprenne les techniques du Moyen-Âge, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça ne coûterait pas particulièrement cher, il n'y a pas besoin, comme on l'a dit, de chênes centenaires, on n'a pas besoin non plus qu'ils aient séché de très longtemps avant d'être utilisés. On a vu qu'au Moyen-Âge, on utilisait au contraire des petits chênes qu'on coupait, même qui étaient tordus, etc., qu'on utilisait au mieux de leur forme, etc. Donc ça permettrait, je pense, aux artisans, menuisiers, charpentiers, etc., de transmettre, de retrouver peut-être même certains éléments du Moyen-Âge. Ça, on le voit déjà à Guédelon, qui est un château fort qui a été reconstruit à l'identique, enfin qui a été construit même à l'identique à partir de rien depuis une vingtaine d'années du côté de Lyon, là. Donc là, il y a des techniques anciennes qui ont été retrouvées, qui ont été développées. Bon, c'est les gens qui travaillent là et d'autres pourraient venir à Notre-Dame. Il pourrait y avoir une espèce de chantier à ciel ouvert pendant quelques années, qui serait d'ailleurs rentable parce que les gens viendraient le visiter. Voilà, donc ça ferait une animation culturelle. Donc je pense qu'il est important de refaire cette charpente à l'identique pour la charpente elle-même. Après, pour les choses accessoires, en particulier la flèche, on peut imaginer une flèche qui soit peut-être un peu différente de celle de Viollet-le-Duc. Celle de Viollet-le-Duc, après tout, c'était une pièce du 19e siècle qui ne correspondait pas à celle qu'il y avait auparavant. Donc, bon, on peut imaginer une flèche dans un style, peut-être dans un matériau légèrement différent, mais qui doit s'intégrer évidemment à l'ensemble du bâtiment. D'accord. Donc, est-ce que vous avez une idée sur les causes? Les causes, je pense que maintenant, l'enquête a pas mal avancé hein, sur les causes de l'accident. C'est un accident, c'est sans doute pas un attentat. Je pense que la question d'un attentat est dépassée maintenant, mais c'est un accident dû à beaucoup de négligence et à beaucoup d'incompétence. Le gardien qui était là sur les lieux, qui appartenait à une société privée, était là depuis pas très longtemps. Je crois qu'il parlait à peine français. Quand on lui a téléphoné pour lui signaler quelque chose, il n'a pas compris de quoi on parlait. Il est allé voir ailleurs. L'alarme finalement n'a été donnée qu'au bout d'une demi-heure ou d'une heure, ce qui fait que bon, les choses n'ont pas pu être prises en main alors qu'elles auraient dû l'être beaucoup plus. Après, par contre, l'action des pompiers a été tout à fait admirable, c'est-à-dire qu'ils ont réussi en quelques heures à venir à bout du feu qui aurait pu très bien détruire le bâtiment tout entier, hein, parce que la charpente aurait pu... Enfin, là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travaux à faire, beaucoup de pierres vont être à changer. C'est pour ça qu'avant de penser à la charpente et à la toiture, il faut déjà vérifier que les pierres sont en bon état, les changer celles qui sont abîmées, refaire les joints, refaire le mortier. Donc il y a un travail considérable. La charpente, c'est quelque chose qui peut se faire en 6 mois, c'est relativement rapide. Par contre, tout le travail de consolidation, de vérification, de dépose des vitraux, etc. Enfin, tout ça, ça va prendre du temps. Il faut que ce soit fait
consciencieusement, que ce soit bien fait, qu'on ne se précipite pas. Après, on pourra toujours faire la charpente. Et puis à la fin, cerise sur le gâteau ou flèche sur la cathédrale. On s'occupera de la flèche, mais ce n'est pas vraiment l'essentiel. Voilà. Est-ce que vous avez eu une anecdote que vous avez mis dans votre livre, dont vous voulez vous... Une anecdote, il y a tellement de choses, il s'est passé tellement de choses à Notre-Dame, peut-être dans le domaine de la fiction. Ce qui est assez amusant, c'est le fameux passage de Gargantua volant les... Rabelais dans Gargantua volant les cloches de Notre-Dame pour les mettre au cou de sa jument. Alors donc il est assis sur les cloches de Notre-Dame, sur les tours de Notre-Dame, il vole les cloches et ensuite on lui envoie un vieux docteur de la Sorbonne pour le convaincre de rendre les cloches. Et bon, c'est toute une scène burlesque. Finalement, il les rend. Les cloches sont replacées. Alors ces cloches, elles ont une histoire intéressante parce que elles ont sonné. Elles sonnent bien sûr pour les grands événements et en particulier, elles ont sonné en 1933 au moment de la naissance du comte de Paris, enfin du fils du comte de Paris, c'est-à-dire le père du comte de Paris actuel, pour simplifier, celui qui est mort il y a quelques semaines. Donc il était né en 1933 en Belgique, en exil, et donc les royalistes de l'Action française, les camelots du roi, étaient entrés clandestinement dans la cathédrale, dans la tour, pour faire sonner le gros bourdon en l'honneur du petit dauphin. Donc ça a été un petit scandale à l'époque. Donc voilà, c'est une anecdote amusante. Ok. Écoutez, très bien. Bon, vous avez ce qu'il faut. Dans des masures la plupart du temps. Ouais. Ou dans des maisons. Ça enregistre encore. Ah non, mais Ouais. Oui, en fait, c'est ça qui est passé. Michelet disait que c'était la maison par excellence, c'est-à-dire c'était là qu'on se réunissait pour discuter des affaires publiques, pour faire du commerce, etc. Pas uniquement pour prier, quoi. C'était vraiment, alors que les maisons où on allait dormir le soir, généralement, c'était pour la plupart des gens des lieux commun. Alors que là, parce qu'il faut quand même imaginer. C'était extraordinaire, quoi. Les vitraux, Oui. Et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il fallait une force financière. Oui. Force financière pour créer autant de choses. Des gens, il y avait des chantiers qui demandaient beaucoup d'investissement, c'est sûr. Et alors, elles étaient peintes aussi, les cathédrales. Ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est un peu comme les temples hindouistes, là, qui sont bariolés avec les statues étaient... Ça semblerait kitsch aujourd'hui, mais bon, à partir de la Renaissance, on a tout nettoyé. Je pense qu'on a tout nettoyé la Renaissance parce qu'en fait, on a redécouvert l'Antiquité et on pensait que dans l'Antiquité, les choses n'étaient pas peintes, puisque évidemment, les monuments et les statues avaient perdu leur... Parce que dans l'Antiquité aussi, on peignait comme ça. Sauf que, après, à la Renaissance, les bâtiments avaient perdu leur couleur. Donc dans l'Antiquité, on ne mettait pas de couleur. Donc on a dépeint. Voilà, exactement. Et donc, j'ai vraiment cette relation avec les cathédrales. Et puis, et assez, il y en a une. Alors, et donc, justement, moi, je me souviens être allé avec une bougie de nuit. J'étais monté sur la tour parce qu'il y avait sur le clocher, il y avait des travaux, mais je m'étais baladé. Et j'étais revenu chez moi. Oui. Et puis après, je m'étais dit, mais attends, petite balade avec une bougie, tout seul, sans prévenir personne. Et pendant toute la nuit, j'ai vraiment eu peur d'avoir mis moi-même. Non, mais c'est vrai, on était moins regardants peut-être maintenant. Et encore là, ils n'ont pas fait suffisamment attention. Donc, c'est vrai que c'est des chantiers qui auraient dû être vraiment sécurisés. Il y a des types qui fumaient manifestement, donc c'est peut-être ça. Aussi, oui. Des bêtises, quoi. Très bien. Alors, je vais arrêter là, mais les projets.